Bonjour Maïté, merci d'avoir accepté cet entretien avec moi pour partager ton amour des livres et tes habitudes de lecture. Mais avant de commencer notre échange, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour Caroline, merci à toi de me recevoir sur ton podcast. Oui, je suis Maïté de Fives, j'ai 39 ans, je suis ce qu'on appelle une influenceuse littéraire, blogueuse littéraire, créatrice de contenu autour du livre. Et c'est ma deuxième activité, c'est mon deuxième métier. J'ai eu une première carrière en banque et assurance pendant 10 ans avant de me consacrer à ma passion de la lecture et de pouvoir travailler auprès d'éditeurs, d'acteurs du livre, auprès de passionnés de lecture comme moi et développer cette activité et d'en vivre. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis influenceuse à temps plein et que j'ai pu délaisser ma première carrière de banque pour me consacrer à cela. Alors, commençons par ton enfance. Y avait-il beaucoup de livres autour de toi quand tu étais enfant et à quelle période de ta vie ta passion pour les livres s'est révélée? Alors non, on ne peut pas dire que j'étais entourée de livres dans l'enfance. J'ai toujours un petit peu lu. J'allais à la médiathèque, notamment dans l'adolescence, avec ma grand-mère ou pour retrouver des copines le mercredi après-midi. Mais j'empruntais plutôt de la bande dessinée, du roman graphique. Je n'étais pas lectrice de romans comme ça a pu l'être après dans les générations qui ont suivi avec Harry Potter, avec ces sagas jeunesse qui ont explosé. Je n'ai pas connu ça. Comme je disais, j'ai toujours un petit peu lu, mais la vraie passion, elle est arrivée très tardivement avec un livre qui s'appelle Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Éric Emmanuel Schmitt, que j'ai découvert à l'âge de 23 ans et qui a changé ma vie, qui a littéralement fait entrer la lecture dans ma vie quotidienne et qui fait qu'aujourd'hui j'en vis. Mais je n'ai pas eu des parents qui lisaient à la maison, on n'avait pas de bibliothèque. Et vraiment, c'est quelque chose que, quand j'y repense, je trouve ça presque étonnant de voir à quel point j'ai pu transformer presque ma vie grâce à un titre en particulier, alors que j'étais pas du tout destinée à ça dans l'enfance. Ok, donc c'est donc Ibrahim et les fleurs du Coran qui est le premier livre qui t'a marqué et influencé. Est-ce que tu ressens encore aujourd'hui des choses de ce livre nichées en toi, des moments de l'histoire qui te reviennent ou des traits de caractère de personnages auxquels tu penses encore des fois? Oui, en fait, c'est un livre que j'ai pris plaisir à redécouvrir depuis. Moi, je l'ai lu pour la première fois il y a 15 ans. Entre-temps, j'ai pu le découvrir au théâtre, donc redécouvrir le texte d'une autre façon, joué par Éric Emmanuel Schmitt en plus, l'auteur. Donc c'était exceptionnel. J'ai vu le film avec Omar Sharif. Et puis je le relis tous les ans. C'est un texte que je connais presque par cœur, qui est très court, qui fait 80 pages. Je me suis attachée aux deux personnages puisque c'est un duo entre un petit garçon, enfin un jeune, un préado et un vieux monsieur. Je me suis beaucoup attachée à eux et je repense régulièrement à ce texte, d'autant que quand je raconte mon histoire comme je le fais aujourd'hui à ton micro, à chaque fois j'évoque cette rencontre. Pour moi, c'est ça la lecture, la littérature, c'est une histoire de rencontre. Et donc j'ai beaucoup d'affection pour ce livre, j'y repense souvent. Et quand je suis en panne de lecture, quand ça ne va pas, je le prends au moins une fois par an, je le relis en 1 heure et ça me fait un bien fou. Et je vois aussi avec la maturité que des fois je redécouvre des choses que je n'avais pas lues à la première lecture il y a 15 ans. Ah oui, tu as un rapport donc très intime et ressourçant avec ce livre. C'est beau, c'est un vrai compagnon, quoi. Est-ce que depuis ce livre, il y a d'autres livres qui rentrent un petit peu dans cette collection de livres compagnons, des livres qui t'accompagnent, qui te marquent beaucoup pour ce qu'ils t'ont apporté, pour leur éveil, leur réflexion ou simplement la beauté de certains passages ou de l'histoire? Oui, j'ai quelques ouvrages un peu totems. Je pourrais te citer En attendant Beau Jungle d'Olivier Bourdeau, que j'ai découvert à peu près au même moment, enfin il y a une dizaine d'années, en fait à sa sortie, et je pense qu'on n'est pas loin d'il y a 10 ans déjà. Je l'ai redécouvert aussi au théâtre, au cinéma. C'est un livre que j'ai lu plusieurs fois et que j'aime particulièrement pour sa poésie, qui m'a procuré énormément d'émotions et que j'aime transmettre à mon tour. J'aime aussi beaucoup Miss Island d'Auður Avaolafsdóttir, qui est une autrice islandaise. Et voilà, ces 3 titres, je pense qu'ils sont sur mon podium. Je les cite très régulièrement pour différentes raisons. Ils m'ont rapporté des choses complètement distinctes, mais je les aime vraiment tous les 3 pour ce qu'ils m'ont procuré comme émotion et ce qu'ils ont changé en moi au moment où je les ai lus. Aujourd'hui, quelle place prend la lecture dans ton quotidien?
Je serais tentée de te répondre qu'elle prend toute la place. C'est pas totalement vrai puisque moi j'ai une activité professionnelle, que j'ai aussi une vie privée, qu'on fait d'autres choses avec mon conjoint, même s'il partage la même passion que moi pour la lecture. Donc ça nous arrive de passer un dimanche entier à bouquiner ensemble quand il fait froid dehors, par exemple. Elle est essentielle, la lecture aujourd'hui. C'est la première chose que je fais en me réveillant. J'évite, pardon, d'aller tout de suite sur les réseaux sociaux. Donc, j'ouvre un livre en me réveillant, en buvant mon thé le matin et je reste attentive à ma lecture pendant 30 minutes au moins. Et puis le soir, en semaine, c'est presque automatique. Je regarde très peu les écrans et je lis 1 heure et demie, 2 heures sur le canapé chaque soir avant de me coucher. C'est aussi le réflexe que j'ai pour mieux dormir derrière. Voilà, donc c'est essentiel, c'est vital. Et je ne sais pas ce que je ferais si je n'avais plus ça aujourd'hui. La lecture structure tes journées donc. As-tu des endroits fétiches ou des conditions préférées pour lire? Oui, je m'endors très rapidement, j'arrive pas à lire des heures en position allongée. Je sais que c'est le cas de beaucoup de lecteurs, mais moi, je n'y arrive pas, ça m'endort. En revanche, le soir, voilà, je peux être plusieurs heures dans le canapé. Le week-end, pareil, s'il fait moche, je vais me mettre dans le canapé et je vais lire. Je suis dans une position assise et donc je reste éveillée sans problème et je suis concentrée. Mais voilà, je mets un petit plaid, un thé, tous les clichés qui entourent la lectrice parfaite. Je n'ai pas de chat, mais c'est tout comme. Si ce n'est que ça, tu peux encore adopter un chat. Quelle relation as-tu avec les livres? J'entends par là, est-ce que ce sont des objets, dont tu prends soin? Ou est-ce que, le texte t'intéresse, mais l'objet t'importe peu? Je suis très, très, très attachée à l'objet livre. Alors, non pas que j'arrive pas à me séparer de certains livres. Quand je n'aime pas un roman, je vais sans problème pouvoir le déposer en boîte à livres, le donner à quelqu'un, lui offrir une seconde vie auprès d'un lecteur qui saura l'apprécier mieux que moi. Mais je suis très attachée aux couvertures, au papier, au format du livre. Et je peux avoir des achats d'impulsion comme ça sur un objet. Je suis quelqu'un qui ne lit jamais les quatrièmes de couverture, donc vraiment mon achat va s'enclencher sur le nom de l'auteur, sur la maison d'édition, sur le livre en lui-même, l'objet donc, et non pas sur l'histoire. Maintenant, évidemment, quand je lis un livre, je suis attachée à son écriture, à son fond et à sa forme. Mais néanmoins, voilà, quand j'aime un livre, j'aime beaucoup dans ma bibliothèque mettre quelques ouvrages en avant parce que je trouve que les couvertures sont belles. Donc j'ai quelques beaux livres comme ça qui sont au devant de mes livres en fait sur mon étagère murale. J'aime beaucoup les beaux livres, d'ailleurs les beaux livres d'art ou les romans graphiques parce que en général les couvertures sont très belles. Et je trouve que ça se développe de plus en plus, qu'aujourd'hui il y a un effort qui est fait auprès des maisons d'édition, parce que je pense qu'on a été voir ce qui se faisait ailleurs, notamment en Angleterre. Il y a des choses qui sont... moi, je pense là à Monsieur Toussaint Louverture, par exemple, qui est une maison d'édition française qui fait des objets livres vraiment sublimes, avec autant un papier de qualité, un grain, des illustrations magnifiques, très travaillées, et ça donne envie d'ouvrir le livre, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que dans les pays anglo-saxons, ils ont une culture de la couverture et du graphisme éditorial déjà installée depuis bien longtemps. Et nous, on a joué la carte plutôt de l'élégance, d'une littérature un petit peu plus élitiste, en tout cas dans la communication des couvertures. Mais c'est en train d'arriver. Il y a beaucoup, beaucoup effectivement de maisons d'édition, petites, moyennes ou grandes, qui font d'énormes efforts et qui se singularisent en fait avec ça. Et c'est chouette que tu cites Monsieur Toussaint Louverture parce que pour le clin d'œil, en fait, c'est un petit éditeur quand même s'il a de très grands titres, qui est girondin, voilà, et donc de ma région. Petite parenthèse refermée. Et du coup, est-ce que tu prêtes facilement tes livres? Non, j'ai beaucoup de mal à prêter mes livres. J'en prête rarement ou voilà, à peu de personnes. J'anime un club de lecture à Lille et on est un petit groupe de fidèles à suivre ce club de lecture. Donc, c'est des personnes que je connais, qui sont lectrices, qui ont du mal aussi à prêter leurs livres. On se les prête entre nous parce qu'on a confiance.
qu'on sait on fait tous attention au livre quand on le lit, on n'écrit pas dessus, on le plie pas, on l'abîme pas. Donc voilà, je prête mes livres à ce cercle privé là, mais sinon, en dehors de ça, c'est très très rare. Et la transition entre 2 lectures, comment fais-tu cette transition d'un livre à l'autre? Est-ce qu'il te faut un temps, pour un petit peu laisser retomber, le livre terminé avant d'en commencer un autre? Est-ce que, tu enchaînes ça, sans problème, dans la même journée? C'est quoi tes habitudes autour de ça? J'avoue que je ne fais pas beaucoup de pauses entre mes lectures, je ne fais même pas de pause du tout. J'arrive à enchaîner des livres parfois dans la même journée, comme tu le disais, parfois même dans la même soirée. Je peux avoir terminé un livre et en enchaîner un autre avant d'aller me coucher. J'ai pas vraiment besoin d'un sas comme certaines personnes peuvent en avoir besoin. Alors ce que je fais en revanche, c'est que j'aime bien alterner les genres. Là, j'ai été jurée, par exemple, pour un prix, le prix Maison de la Presse, pardon, pour lequel j'ai dû lire 6 livres très polars, assez roman noir, thriller. Donc c'était très orienté quand même littérature noire. J'ai lu ça pendant un mois. Et voilà, une fois les 6 livres terminés, j'ai eu besoin de passer à autre chose, de prendre quelque chose de très léger que j'aurais pu, par exemple, lire sur la plage pour casser complètement les univers. Et voilà, je suis revenue à la littérature blanche que j'apprécie particulièrement ensuite. Mais j'aime bien, si je lis un polar, je vais normalement pas en enchaîner deux, ou je peux lire une bande dessinée en fin de semaine pour voilà, alterner entre quelques romans. Mais j'ai pas besoin de faire des pauses, à moins d'être en panne de lecture, et ce qui est quand même aussi assez rare. OK, et j'aimerais que tu nous parles maintenant de ta façon de vivre au milieu des livres. Quel est ton mode de rangement, par exemple, de classement? Est-ce qu'il y en a dans toutes les pièces de ta maison? Comment tu structures, les livres autour de toi? Alors oui, j'ai des livres dans toutes les pièces de ma maison. Ce n'est pas forcément voulu. C'est parce que l'appartement que j'occupe n'est pas assez grand, entre guillemets, la pièce à vivre n'est pas assez grande pour que tout se regroupe dans cette pièce. C'est comme ça que j'imaginerais la maison de mes rêves, tu vois, avec une énorme bibliothèque murale faite sur mesure, avec une échelle. Mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, on est dans un appartement en région lilloise et j'ai des livres un petit peu partout. J'en ai dans ma chambre parce que on a une cheminée dans la chambre et une tête de lit qui est une tête de lit bibliothèque, donc qui permet de glisser des livres. J'ai une bibliothèque dans ma pièce à vivre, j'en ai même deux. Comme elles ne sont pas très très grandes, j'ai été obligée d'investir les autres pièces. Et j'ai un bureau, et dans ce bureau, j'ai mis tous les livres de poche. Alors mon rangement a changé très très récemment. J'avais rangé, alors je sépare moi les poches et les grands formats, et j'avais rangé ces grands formats de façon alphabétique par nom d'auteur tout simplement. Et j'ai changé il y a 2-3 semaines en maison d'édition, pardon. Donc c'est pas forcément, pour l'instant je tâtonne un petit peu, c'est pas forcément l'idéal quand on recherche un livre, mais je trouve ça plus esthétique, plus harmonieux. C'est pour ça que je l'ai fait. Et je pense que ça pourra rechanger encore dans les prochains mois. C'est pas quelque chose de statique. J'ai une autre étagère murale, par exemple, où j'ai mis tous les livres d'Éric Emmanuel Schmitt que je te citais tout à l'heure sur une étagère parce que c'est un auteur, voilà, c'est mon auteur chouchou. Au-dessus, il y a la littérature japonaise que j'affectionne particulièrement. Et au-dessus, justement, les livres de Monsieur Toussaint Louverture qui sont très très beaux. Cette petite bibliothèque, elle est assez précieuse. Ces livres-là, j'avais pas envie de les mélanger avec les autres. Et c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Et aussi, par manque de place, j'ai fait le choix de me séparer des livres qui me plaisent moins, qui n'ont pas été marquants, que je pense oublier dans le temps. Donc, je ne garde que ma bibliothèque idéale. J'ai un ex-libris depuis quelques mois. Je mets un tampon d'ex-libris sur les livres très précieux, les livres coup de cœur. Et le reste, je donne ou je revends pour faire vivre les livres différemment. Oui, j'aime beaucoup. Je me retrouve pas mal dans ta façon d'avoir des petits coins, en fait, bibliothèque de cœur avec des sélections, chouchous. Et je fais ça aussi, soit par, maison d'édition, c'est vrai,
J'aime beaucoup, par exemple, les éditions de la collection Les Avrils. Je trouve qu'ils sont chouettes et sinon je le fais aussi par thématique, ça peut m'arriver. Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui m'intéresse beaucoup quand tu parlais de ta façon de choisir et de sélectionner les livres, que tu ne lisais même pas la 4e de couverture, mais que tu te laissais, attraper par, bon, un auteur connu et déjà aimé ou un titre intéressant et surtout les couleurs, le graphisme de la couverture. Moi, j'apporte beaucoup d'importance aussi à questionner les différents formats, la reliure, la mise en page, les typos, les couleurs choisies. Et est-ce que, par exemple, pour toi, le papier joue un rôle dans ton plaisir de la lecture? Oui, complètement. En fait, c'est pour ça que je lis pas du tout en numérique déjà, parce que je suis très attachée au format papier. Et d'une maison d'édition à l'autre, le papier peut être plus fin, peut être recyclé, peut être plus grisonnant. La typographie, l'encre, je sais qu'il y a certaines maisons d'édition, quand on lit le livre, on a l'impression qu'on peut lire la page verso. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais quand on est en train de lire le recto, le verso apparaît fortement parce que l'encre est très importante. Et je sais que ça peut me gêner. Il y a des maisons d'édition comme ça qui ont un papier très doux, très, très sensible, très fragile, mais qui pour moi est gage de qualité, qui fait presque dictionnaire, encyclopédie, je ne sais pas si tu vois. Donc ça, c'est très appréciable. Et à l'inverse, des fois, le papier peut être épais, au toucher, il n'est pas forcément agréable. Et ça, je dirais pas que ça entache le plaisir de lecture, c'est un peu fort, mais en tout cas, ça joue un petit peu quand même, quoi. C'est sûr que même le format, là, je pense à ma lecture en cours. Je suis en train de lire Les Bien-Aimés de Anne Napolitano aux éditions des Escales. La couverture est incroyable, vraiment. Alors c'est une autrice que je connais, que j'avais déjà lue, mais le format du livre il est très 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 grand, très gros. C'est presque un beau livre. Il a presque la taille d'un beau livre d'art, tu vois. Donc ça n'aide pas au confort de lecture, surtout qu'il fait 450 pages. Donc j'en ai pour quelques temps, mais c'est important, oui. Oui, je vois, c'est la transparence en fait du papier qui peut te gêner à la lecture en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est vrai. Il y a des papiers plus doux, des papiers plus rugueux, plus texturés, plus épais. Moi, je trouve que ce rapport matériel à l'objet joue sur le moment que l'on vit avec le livre, sur cet instant de lecture. Et pour toi, quel livre illustrerait parfaitement l'alchimie entre un contenu intéressant, passionnant, et une expérience tactile et visuelle importante? Est-ce que du coup, on basculerait vers les livres d'art, les livres d'artistes, ou est-ce que même dans les romans, tu trouves que cet équilibre entre design et sensation peut se retrouver? Alors évidemment, en livre d'art, il y a de quoi faire, en roman illustré, roman graphique aussi. Mais en littérature générale, moi je pense aux éditions Piquier et à mon autrice japonaise préférée, Ito Ogawa, et à son roman notamment La papeterie de Tsubaki, qui, alors pour l'histoire, c'est une jeune femme qui perd sa grand-mère. Sa grand-mère était écrivain public, donc elle écrivait pour les autres et elle tenait une papeterie. Cette jeune femme, en perdant sa grand-mère, hérite de la papeterie de Tsubaki et va prendre son rôle à cœur en devenant à son tour commerçante et donc écrivain public. Et elle va écrire des lettres pour les clients qu'elle reçoit dans sa papeterie. Et donc nous, on lit ce texte en français, mais les lettres qu'elle crée pour ses clients sont retranscrites en japonais, donc avec la calligraphie d'origine. Ça offre à la fois une expérience, un roman sublime, poétique, littéraire, et puis un, un bonheur visuel parce que moi j'ai trouvé que ça ajoutait de la poésie au roman, qui a été en plus un énorme coup de cœur. Et ce livre en lui-même est sublime. Alors c'est une trilogie, il y a eu un second tome et un troisième tome, et ils ont continué cette tradition avec quelques dessins, quelques calligraphies, et c'est vraiment superbe. Et je pense malheureusement que ça arrive rarement. Alors des fois, quand on est sur du roman d'aventure, on peut avoir une carte qui est dessinée avant le roman, ça peut être ça, mais j'ai pas d'autres exemples en tête. Et est-ce que tu t'intéresses aussi à la littérature jeunesse? Alors jusqu'à peu, je t'aurais répondu que non. Et puis en fait, j'ai eu une expérience en librairie, je me suis laissée influencer par ma libraire
parce que je venais acheter un album jeunesse pour ma filleule qui a 5 ans. Elle m'a présenté un album qu'elle pensait voilà, correspondre. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur énorme pour l'illustratrice qui travaille à l'aquarelle, qui s'appelle Juliette Lagrange, si je ne me trompe pas. Le livre en question, c'est Nickel le Teckel, qui est un classique apparemment de la littérature jeunesse aujourd'hui. J'ai eu un vrai coup de cœur et je lui ai dit mais je ne vais pas l'acheter pour ma filleule, je vais prendre autre chose. En revanche, je vais le prendre pour moi. Et depuis, ça c'était il y a 6 mois, depuis quand je vais en librairie, j'achète les différents albums de Juliette Lagrange. Elle en a 5 ou 6 et voilà, j'en ai 3 à la maison. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que c'était pas. Alors, je n'ai pas d'enfant, donc pour moi, c'était une littérature qui ne pouvait pas me parler, qui ne pouvait pas me faire ressentir de l'émotion. Là, clairement, j'ai eu l'exemple inverse. J'ai adoré cet album jeunesse, j'ai trouvé sublime et je pense que je le relirai. Et puis depuis, ça m'arrive en effet de craquer pour des couvertures. Récemment, j'étais en salon du livre et j'ai acheté un petit album jeunesse d'une autrice coréenne qui est sortie récemment, qui s'appelle L'Étoile de Meaux et qui a eu d'ailleurs un très beau prix en France. Et voilà, j'ai craqué vraiment pour la couverture, pour l'objet qui est tout petit, qui est hyper mignon. Et ensuite, je me suis plongée dans cette littérature, dans ce texte qui est très beau aussi. Donc aujourd'hui, je m'y intéresse de plus en plus. Ouais, je comprends, mais c'est un domaine passionnant. La littérature jeunesse, en fait, regorge de superbes histoires, de beaucoup de poésie. Et puis, plastiquement aussi, du coup, se permet beaucoup plus de choses et on peut découvrir des artistes assez incroyables. Moi, je te conseille de regarder les éditions La Partie, qui sont de super éditeurs jeunesse. Récemment aussi, je suis tombée sur un tout petit livre qui s'appelle Le chien qui hésite, de Mathilde, je crois que c'est Cochepin. Et c'est très très beau, c'est plein d'humour, c'est très vif, c'est très très chouette. J'aimerais maintenant qu'on parle de bibliothérapie, parce que c'est quelque chose à laquelle tu t'es formée. Tu t'es formée à la bibliothérapie créative qui a été créée par Régine de Tombelle. Et donc, tu pratiques aujourd'hui la prescription littéraire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Eh bien, écoute, j'irai regarder ça en littérature jeunesse. Merci pour tes conseils. Oui, je me suis formée à la bibliothérapie créative. En fait, je me suis formée à l'animation d'ateliers de bibliothérapie créative. Et dans ces ateliers est inclus la prescription. En fait, la bibliothérapie, littéralement, c'est le soin par les livres. C'est le fait de pouvoir recommander un livre auprès d'un public, parfois en difficulté. Alors, ça peut être un public qui est malade, qui est confronté à une épreuve, comme on peut tous l'être à un moment de notre vie. Et cette prescription littéraire, c'est pouvoir recommander des livres, un ou plusieurs livres, pour aider cette personne à faire face au mieux à cette épreuve. Et ce n'est pas forcément du développement personnel ou des livres philosophiques ou scientifiques, c'est de la fiction, ça passe par du roman. Donc c'est quelque chose que je fais déjà moi depuis 8 ans parce que je parle de littérature sur les réseaux depuis 8 ans. Donc je recommande finalement des livres à un public depuis 8 ans. Mais ma formation m'a permis de pouvoir animer des ateliers créatifs qui qui sont un peu la passerelle entre le club de lecture, la prescription, l'atelier d'écriture autour d'une thématique. Donc chaque mois, je propose une thématique différente que le public ne connaît pas. D'ailleurs, les personnes qui s'inscrivent, elles viennent vraiment sans rien savoir à l'avance. Si ce n'est, si elles ont déjà participé, elles savent un peu comment se déroule l'atelier, mais c'est tout. Moi, je leur propose une lecture à voix haute qui va les guider sur le thème que j'ai choisi, pardon. Et puis ensuite, je leur propose une activité créative. Alors après, je peux te donner des exemples sur ce qui a été fait en début d'année. On a parlé du temps qui passe, on a parlé du voyage en littérature, on a parlé de la musique, parce que c'est des thématiques qui sont assez généralistes, qui peuvent parler à tous, mais qui offrent une évasion, un bien-être, un réconfort quand on ne va pas bien. Donc c'est ça la bibliothérapie. Chaque atelier se termine par de la prescription littéraire, chaque atelier se termine par de la prescription littéraire, c'est-à-dire que en fin de séance, je recommande 8 à 10 titres
au public. Alors moi, je me destine pas à animer des ateliers auprès d'un public malade, par exemple. Ça existe, je l'ai pas dit, mais la bibliothérapie existe dans les hôpitaux, dans des centres spécialisés, à destination d'un public scolaire ou, par exemple, beaucoup d'orthophonistes le pratiquent aussi auprès d'enfants qui ont une dyslexie, une dysphasie, etc. Moi, je propose ces ateliers à un public lecteur, passionné. C'est la seule chose qui est requise entre guillemets. On est entre passionnés de lecture. On est là pour passer un moment pour nous, un moment de bien-être ensemble pendant 1 heure et demie. Donc à la fin, une fois qu'on a fait cette activité créative, une fois qu'on a parlé pendant 1 heure de la thématique et de la lecture, je leur recommande 8 à 10 titres sur le sujet pour qu'ils puissent ou elles puissent approfondir le sujet chez eux. D'accord, donc en fait, la bibliothérapie, c'est une connexion entre les métiers du livre et les métiers du soin, si je comprends bien. Et j'ai vu qu'à l'étranger, la bibliothérapie était assez réglementée, notamment en Angleterre et en Allemagne, il me semble, et qu'en Italie, c'était enseigné à l'université. Là, en France, en fait, c'est pas le cas. Et donc, c'est initié selon ce qu'a mis en place Régine de Tombelle et qu'elle appelle, elle, la bibliothérapie créative. C'est quoi ce petit plus? C'est quoi cette différence? Est-ce que tu peux nous expliquer cette nuance? Alors, ce que Régine de Tombelle a mis en place, c'est la bibliocréativité. En fait, elle a été précurseur dans le domaine, comme tu l'as dit. Elle a inventé ce terme de bibliocréativité. Elle a déposé cette marque et aujourd'hui, c'est un terme que les autres bibliothérapeutes ne peuvent pas utiliser. Moi, je me suis formée auprès de Marine Denis, qui est en ligne sur les réseaux, qui est accessible sur les réseaux, qui est une formation en ligne, à distance, comme beaucoup le font d'ailleurs. Mais en fait, c'est la même chose. La bibliothérapie créative, c'est de la bibliocréativité. C'est juste que en parlant de mes ateliers, je n'ai pas le droit de dire que je fais de la bibliocréativité. Mais c'est exactement le même concept. D'ailleurs, ma formatrice s'est formée auprès de Régine de Tombelle, donc elle transmet ensuite ce qu'elle a appris auprès de Régine de Tombelle. J'espère que c'est clair. Oui, oui, c'est très clair, merci. C'est passionnant. C'est intéressant de voir comment le livre peut être aussi un support pour aller bien, un support pour aller mieux, un support pour avancer. Quel est le livre que tu recommandes le plus en général? Oui, c'est ça, c'est en fait comprendre que les pouvoirs de la lecture, ils sont immenses, à mon sens, je pense, quel que soit ce qu'on est en train d'affronter, comme je disais tout à l'heure. Alors, quel est le livre que je recommande le plus? Ça dépend vraiment quelle personne j'ai en face de moi. Pour la petite histoire, justement, j'ai écrit un livre qui est sorti à l'automne, qui s'appelle 100 livres qui changent la vie, et dans lequel j'ai mis mes 100 plus gros coups de cœur, mais de façon anglaise, c'est-à-dire que chaque livre est raconté d'une façon différente. Il y a le livre qui va te donner envie d'aller au musée, il y a le livre qui va te faire rire, il y a le livre qui va te donner faim, le livre qui va te donner envie de partir au Japon, etc. Parce que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le livre, c'est une rencontre et c'est aussi, voilà, il se peut qu'on passe à côté d'une histoire, on passe à côté d'un livre parce que c'était pas le bon moment. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les lecteurs. Il faut être réceptif au livre qu'on a entre les mains et en fonction de son envie du moment, en fonction de ce qu'on est en train de vivre, en fonction de notre état d'esprit, on peut être réceptif ou non. Donc le livre que j'ai écrit, c'est ça, c'est guider le lecteur pour qu'en fonction de ce qu'il a envie, à l'instant T, je l'aide à trouver le livre qu'il saura apprécier. Donc voilà, je peux pas te citer un seul livre que je recommande beaucoup. Il y a quelques livres comme ça. Quand on vient me voir sur les réseaux pour me dire je suis en pleine panne de lecture, j'ai plus l'envie, qu'est-ce que tu me recommandes? Souvent, le titre qui revient, c'est Feel Good de Thomas Gunzig, qui est un auteur belge et qui n'est pas du tout un feel good d'ailleurs, comme son titre ne l'indique pas, mais qui est un roman qui est parfait pour remettre le pied à l'étrier. Ah bah justement, j'allais terminer en parlant de ton livre, mais c'est super que tu l'aies fait. Moi, en fait, je l'ai découvert parce que une amie me l'a offert pour mon anniversaire et je l'ai trouvé vraiment super. J'ai bien aimé justement les angles que tu as choisis et le fait que ce soit pas des thématiques fermées.
Et aussi, enfin, les domaines que tu choisis sont assez singuliers et voilà, pas convenus. Donc, je trouvais que c'était rafraîchissant de tomber sur ton livre. Quand on ne sait pas quoi lire, c'est exactement ce qu'il faut avoir sur sa table de nuit pour pouvoir rebondir et repartir sur autre chose. Je te remercie beaucoup, Maïté, pour cet échange, pour ta générosité aussi. J'ai adoré vraiment parler avec toi de livres, de toutes ces histoires qui nous transforment, de douceur du papier. Voilà. Et je termine toujours mes échanges en demandant à mon invité de compléter cette phrase. Pour toi, la lecture devient un art de vivre quand? Merci beaucoup, Caroline, pour tes mots au sujet de mon livre. Je ne m'y attendais pas. Je suis très touchée. Merci infiniment. La lecture devient un art de vivre quand j'apprends en me divertissant, quand je m'évade, quand je grandis en lisant au quotidien. Et c'est ce que je recherche particulièrement. C'est à la fois le divertissement, l'évasion, l'échappatoire et l'apprentissage, l'expérience et l'enrichissement. Et aussi peut-être aussi le fait de pouvoir se glisser dans la peau de certaines autres personnes. Merci, Maïté. Merci à toi, Caroline. Merci beaucoup. C'était inspirant et enrichissant d'échanger. Ça me donne envie de courir en librairie pour acheter d'autres livres, même si j'ai pas besoin de cette excuse-là pour le faire. Merci beaucoup.